J'entendais les intervenants, conférencières, étudiantes hier utiliser un certain nombre d'expressions, de verbes, comme peut-on penser l'avenir? Il faut toujours tenter de faire mieux. Il faut y croire quand on est intervenant. Il y a des choses qu'on espère, qu'on rêve, il y en a d'autres qu'on souhaite. Et c'est un peu dans ce créneau-là que je voudrais présenter la question de l'imagination, de l'imaginaire. J'ai eu un titre un peu accrocheur pour le titre de la conférence, c'est « Les non-lieux de l'éthique ». Vous devinez bien que ce n'est pas le non-lieu juridique dont je vais parler, un arrêt de procédure et tout ça, c'est non-lieu dans un autre sens, vous le devinez peut-être déjà d'avance. Alors, m'intéresser au non-lieu de l'éthique, pour moi, c'est essayer de réintroduire en éthique quelque chose qui est lié aux expressions que je viens de rapporter et qui est l'imagination et l'imaginaire. J'essaie de faire, et c'est la première fois que j'entreprends ce travail-là, donc je n'ai pas de PowerPoint, je vais fonctionner un peu par points plus que par arguments et tout ça. Ce que j'essaie de faire un peu avec l'imagination et l'imaginaire, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi depuis quelques années avec les émotions. C'est-à-dire, ce sont des éléments de la démarche éthique, et pour moi, m'intéresser à l'éthique et à la démarche éthique, c'est toujours une attitude pour prendre l'ensemble des choses. Oui, il y a des raisonnements, des arguments, et ainsi de suite. Oui, il y a du pragmatisme, la philosophie, la sociologie, et ainsi de suite. Mais je m'intéresse aux éléments qui souvent sont pré-réflexifs, pré-argumentatifs, on pourrait dire ce qui vient avant le fait de donner des raisons ou des justifications. Alors, par le biais des émotions, je me suis intéressé à ces éléments-là, et maintenant, avec l'imagination, c'est ce que j'essaie de faire tout autant. Donc, le travail, c'est d'entreprendre ce que le pragmatisme du genre de Dewey fait depuis un bon siècle, à savoir reconstruire le vocabulaire éthique, le vocabulaire philosophique, pour qu'il puisse être en prise sur le présent et en prise avec nos actions. Donc, reconstruire l'idée d'imagination, d'imaginaire, un peu comme on peut le faire pour les émotions, dans une perspective pragmatiste, pour que ça puisse être un outil nouveau. Et comme je disais tantôt, pour moi, cela fait partie de l'approche globale, ou on parler d'une approche écologique, systémique et politique. Ce sont des éléments, ce n'est pas le tout de la chose, c'est certain. Mais ce sont des termes que l'on ne rappelle pas souvent, qui, à mon avis, sont toujours présents dans la démarche éthique. Alors, je vais y aller en trois petites étapes. D'abord, détailler ce que j'entends par les non-lieux. Ensuite, rebondir sur ce qui en est de l'imagination dans la délibération morale selon la perspective de Dewey, en gros, et finalement terminer sur ce qui constitue la deuxième partie de mon titre, à savoir l'imaginaire social à revisiter. Donc j'ai deux termes, imagination et imaginaire. Je ne tiens pas nécessairement à ce vocabulaire-là, mais l'important pour moi est de relever, révéler, recouvrir une dimension qui est à l'œuvre, mais qu'on n'en nomme pas assez souvent. Alors, les non-lieux de l'éthique, quel est l'espèce de problème que je veux pointer du doigt ici? Eh bien, ça, c'est des choses qui vous sont très familières. Je vais en égrener quelques-unes et mises ensemble, ça pourra, je crois, évoquer ce que je veux pointer du doigt. On disait hier, oui, le commissaire à l'éthique, ici au gouvernement du Québec, devrait bien avoir une formation en éthique. OK. Ça voudrait dire qu'un commissaire à l'éthique, ben, on a l'impression qu'il fait autre chose que de l'éthique. Alors, l'éthique ne semble pas être réalisée, effective, à l'œuvre, comme on le souhaiterait, dans le travail du commissaire à l'éthique. On peut reproduire cette espèce de critique que l'on fait soi-même spontanément, comme par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est censé de parler de loi éthique? Ça, c'est quelque chose qui a été dans le vocabulaire et le discours public il y a quelques années et sans doute encore maintenant. On se dit, oui, mais si ça prend des lois pour instaurer, rendre effective ou réaliser l'éthique, est-ce qu'on n'est pas en train de la sortir de sanctions qui apparemment sont contraires à ce que semble être l'éthique? On peut dire la même chose aussi de bien d'autres éléments, comme par exemple le fait que l'éthique ne se confond pas avec le travail des éthiciens et des éthiciennes, parce qu'une éthicienne peut être idiote par moment, moralement parlant. Et ainsi de suite. Même chose pour l'intervention en éthique. On disait hier, oui, mais l'intervention, il faut y aller par petits pas, il faut se donner le temps, il faut être patient, persévérant, et ainsi de suite.
Ça veut dire que ça ne se réalise pas tout de suite non plus. Même chose pour simplement vous-même, votre caractère, votre personnalité. On ne pourra pas dire d'emblée non plus que vous êtes éthique ou vous ne l'êtes pas. Il y aura probablement une marge, une zone grise entre les deux. Alors, on pourrait reprendre beaucoup de lieux où l'éthique semble s'incarner, s'inscrire, et dire oui, elle s'y incarne, mais en même temps, ben, c'est pas tout à fait l'éthique qui s'incarne là. Alors, ce que je veux cerner ici, c'est que quand on dit que, oui, des lois éthiques, mais c'est peut-être pas tout à fait éthique, d'un côté, on veut souligner que, oui, l'éthique semble s'incarner dans une institution, une politique, une régulation quelconque, mais d'un autre côté, on se laisse toujours l'espace pour dire, ben non, c'est peut-être pas tout à fait de l'éthique, ou l'éthique exigerait davantage que cela, il faudrait d'autres éléments, d'autres protocoles, d'autres procédures, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux cerner, c'est qu'on maintient toujours une sorte d'écart entre ce qu'on voit dans la pratique, la réalisation effective de ce que beaucoup vont nommer éthique. On sait très bien qu'il y a plusieurs vocabulaires sous-entendus par ce même mot. Et l'éthique, en quelque sorte, va toujours déborder, semble-t-il, les lieux où elle s'inscrit. Comme si elle-même, en termes de projets, de souhaits, je disais tantôt, penser l'avenir, toujours vouloir faire mieux, et ainsi de suite, comme si elle-même était toujours en surplus vis-à-vis les endroits, vis-à-vis les procédures, vis-à-vis les institutions où elle s'incarne, où elle s'inscrit. Alors, ma question est la suivante. Quand on n'est pas satisfait des lieux d'inscription éthique, que ce soit dans des personnes, dans des interventions, dans des protocoles, des régulations, des lois, ou ainsi de suite, bien, ce surplus, ce qui déborde les inscriptions actuelles que l'on constate, il existe. Quand vous faites une critique des lois éthiques en disant que l'éthique n'est pas tout à fait réalisée dans des lois, et que, comme moi, vous faites ensuite, vous égrenez les autres lieux où elle est partiellement inscrite, ça veut dire qu'il y a un non-lieu où elle existe à partir duquel vous critiquez ces lieux-là. Le non-lieu, c'est ce que j'entends ici. C'est non pas un arrêt de procédure juridique, mais apparemment, il faut être capable de penser l'éthique dans aucune de ces inscriptions-là pour être capable de critiquer, qualifier les endroits où elle s'inscrit. Ce non-lieu, le fait que l'exigence éthique, l'éthique déborde toujours des moments de sa réalisation, c'est ce que j'essaie de cerner. Et la réponse que j'apporte à ça, c'est que le non-lieu où elle se trouve, c'est dans un lieu d'imagination et d'imaginaire. Évidemment, en pragmatisme, s'il s'agit de reconstruire l'idée d'imagination et d'imaginaire, ce sera pour lui faire perdre ses connotations d'illusion, de fantaisie, de quelque chose de décroché du réel. Donc, penser pragmatiquement ce que peut constituer l'imagination et l'imaginaire. C'est le travail que je me donne, que je commence à effectuer ce matin. On pourrait dire, oui, mais pourquoi nommer ça imagination et imaginaire? Il y a d'autres façons de penser ça, à dire que l'éthique ne se réalise toujours que partiellement à chaque moment de la vie sociale ou des vies individuelles. C'est simplement constater que, ben oui, il y a un écart entre les valeurs déclarées et les valeurs critiquées, un écart qu'on devrait réduire si on suit la pensée de notre regretté Jean-François Malherbe. Ou encore constater un écart de ce genre, que l'éthique déborde toujours ces lieux d'inscription dans l'action, dans les institutions, mais c'est simplement constater la différence entre la normativité éthique et la normativité sociale, ou encore se constater qu'il y a une différence entre théorie et pratique, ou ainsi de suite. Il y a quelque chose d'important de rappeler ces éléments-là, mais si j'en restais là, ça ne me permettrait pas de commencer à cerner ce qui m'intéresse, à savoir le domaine de l'imaginaire et de l'imagination. Donc, mon propos, c'est de tenter de ramener dans le vocabulaire qui est le nôtre, dans notre démarche éthique et dans nos formations aussi, ce que j'ai essayé de faire à propos des émotions, ici, l'imagination et l'imaginaire. Donc, pour faire cela, je vais commencer par rebondir sur la notion d'imagination morale dans la pensée de Dewey. Évidemment, je vais procéder un peu rapidement ici, pour finalement en arriver à l'imaginaire social. Pourquoi ces deux termes, pourquoi ces deux étapes? Eh bien, la première nous est assez familière, oui, l'imagination, on sait que ça en prend en éthique comme ailleurs aussi, mais je veux porter ça aussi à un autre niveau, l'éthique comme imaginaire social, non pas comme une espèce de travail ou de faculté que nous aurions, l'imagination, mais comment l'éthique elle-même s'assoit sur une sorte d'imaginaire social ou qu'on peut la penser comme imaginaire social.
Je vais essayer de clarifier un peu ce que j'entends par là dans les minutes qui suivent. Donc, deux étapes. La première, l'imagination dans la délibération morale selon Dewey, et la deuxième, l'imaginaire social qui permet de penser l'éthique dans son ensemble. Dans la dernière partie, je prends un peu de champ pour voir ce qu'est l'éthique dans l'ensemble de la société, de nos sociétés occidentales aujourd'hui. Donc, imagination dans la délibération morale, une première distinction à faire, et même si Dewey ne la fait pas dans ces termes-là, je le reprends ailleurs, quand on parle d'imagination, ce n'est pas une imagination reproductive qui fait des images, qui fait des tableaux, des choses, comme s'il y avait une image distincte de ce qu'elle représente. Ce n'est pas l'imagination au sens de mimésis, d'imitation. C'est l'imagination productive. C'est l'imagination qui fait quelque chose. L'imagination qui peut créer quelque chose, participer à créer quelque chose. Donc, d'abord, une première distinction, je ne m'intéresse pas à l'imagination comme image du monde, mais je m'intéresse à l'imagination comme partie d'un processus d'action. OK. Alors, il y a un petit peu un parallèle à faire entre l'introduction de l'imagination dans le vocabulaire éthique qui m'intéresse avec le statut qu'on pourrait accorder aux idées générales selon le pragmatisme. Le pragmatisme dit que chaque situation est unique, et donc on a toujours à recommencer à neuf, et on ne peut pas employer des recettes toutes faites comme ça pour résoudre un problème, une crise, et ainsi de suite. Si on en restait au sens étroit et propre d'énoncer comme ceux-là, on ne comprendrait pas comment on peut tirer des acquis, des expériences ou des situations précédentes. Donc, ici, le statut de l'imagination est un petit peu le même statut que les idées générales selon le pragmatisme. Et je pars pour reconstruire cette idée d'imagination de l'énoncé suivant que plusieurs m'avaient déjà entendu dans mes cours. L'agent est toujours en situation, un énoncé pragmatiste assez simple, mais il n'y a de situation que pour un agent. C'est ce qui est la dimension pratique d'une situation. Dire que le sujet, l'acteur ou l'agent est toujours en situation, c'est dire bel et bien que nous sommes situés, contextualisés, et ainsi de suite. Voilà la dimension qu'on pourrait dire objective de la situation selon le pragmatisme. Mais d'un autre côté, ces situations-là sont des situations pratiques et donc elles n'apparaissent que pour l'activité d'un agent, d'un sujet, d'un acteur. Le travail à faire avec l'idée d'imagination, c'est simplement de souligner que l'imagination fait aussi partie de la situation, de la même manière que l'action, l'agent, les émotions, si vous voulez, en faisant partie de la situation comme cela, ça se trouve ancré l'imagination dans la dimension objective que je soulignais tantôt. Mais bien sûr, encore une fois, ce ne sera une situation pratique que pour un agent, un sujet, un acteur. Donc ici, il y a bel et bien à la fois une mise en œuvre de l'imagination par une personne, par quelqu'un, mais de l'autre côté, cette imagination fait partie d'une situation. Donc elle est en même temps décentrée par rapport à l'agent et à l'acteur. Ça, c'est la dimension pragmatiste que j'essaie de cerner ici. Ce que ça signifie, et très rapidement là-dessus, et j'aurai à le détailler davantage et voir s'il n'y a pas des impasses et des difficultés à l'énoncer de cette façon-là, c'est que, d'un côté, l'imagination va permettre, en quelque sorte, d'avoir affaire à la situation la plus étendue possible. Ce que l'on a immédiatement sous les yeux, c'est peut-être pas l'ensemble d'une situation. Donc, il faut se mettre en quête des éléments de cette situation et l'imagination peut y contribuer grandement. Parce que fait-elle? Elle permet d'ouvrir les éléments qui constituent la situation. Elle permet, en quelque sorte, une expansion de votre pensée pour mener l'enquête. Ou encore, elle permet de cerner ce que je pourrais appeler la situation ou l'environnement étendu. Donc, pour moi, l'imagination, à la suite de Dewey, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'ouvrir, là je vais employer un mot que j'aurais assumé par la suite, elle permet d'ouvrir les possibles. Chez Dewey, l'imagination est un moment de la délibération. C'est un moment de la délibération qui est suffisamment important pour qu'il la nomme, et vous avez sans doute déjà vu ça dans des textes de Dewey, la répétition dramatique, le dramatic rehearsal. Alors, on a affaire presque à un moment esthétique, sinon poétique, avec l'imagination. Et ça, c'est essentiel parce que quand on est dans une situation, et même si on se trouve aussi
que cette situation, elle est là pour nous qui voulons agir. On n'a pas à se replier seulement sur ce qui est objectif, sur ce qui est actuel dans cette situation, sinon on risquerait de faire de l'action et de l'agent en situation, on risquerait d'avoir une sorte d'approche positiviste. Il n'y aurait que les faits et ce qui réussit qui compte. Donc, il n'y a pas seulement l'actuel, l'effectif, le présent, ce qui existe qui compte, mais aussi, bien sûr, le possible. Le possible ou les possibles. Alors, la répétition dramatique de Dewey, c'est vraiment jouer avec ces possibles, ou Ricoeur employait, lui, l'expression des variations imaginatives. On essaie de voir que sera le réel si on agit de telle et telle façon. Et ce n'est pas seulement un processus mental non plus. Hein. L'approche pragmatiste permet de démentaliser, dépsychologiser l'émotion, l'imagination, ainsi de suite. Parce que quand vous faites ce travail d'exploration des possibles, avant d'arriver à un choix et une décision qui seront incontournables, qui vont concrétiser un de ces possibles-là, oui, bien sûr, hein, on jongle en esprit avec toutes sortes de choses, mais vous pouvez aussi consulter vos pairs. Vous pouvez aussi faire une tentative partielle, que ce soit comme intervenant pour rencontrer des gens responsables et tout ça, ou voir si, comme le disait Robert hier, par exemple, est-ce que c'est pas celui qui me demande l'intervention qui est le problème lui-même? Mais il y a des questions, en effet. S'il y a des questions, il y a une part d'imagination qui se trouve être en place. Donc, ce que fait l'imagination, en quelque sorte, c'est qu'elle n'aplatit pas la situation sur ce qu'elle est seulement maintenant, mais elle en reconnaît le mouvement, le côté de processus, et parce qu'elle a une dimension de processus, parce qu'elle a une dimension temporelle, ça veut dire qu'il y a des possibles qui sont à l'œuvre. Et ces possibles-là sont autant des potentialités dans la situation objective que des potentialités d'action pour l'agent qui s'y trouve inscrit, en quelque sorte. L'imagination, pour moi, et à la suite de Dewey, n'est jamais totalement juste un processus mental de fabulation ou d'exploration, mais c'est aussi quelque chose qui se trouve dans la situation réelle. De sorte qu'on arrive à la proposition assez curieuse suivante. Hein. Oui, un agent est toujours situé, une situation n'est toujours que pour un agent. Ce que ça signifie, c'est que oui, la situation est objective, mais s'il y a des possibles dans la situation, ça veut dire qu'il y a des non-lieux dans la situation. Ça veut dire que l'éthique a quelque chose à voir avec le possible, avec le potentiel, et donc le mode sur lequel elle existe, les non-lieux que j'ai égrenés tantôt et celui que je viens de rappeler maintenant, pour moi, c'est de l'ordre de l'imagination. L'imagination, pourvu qu'elle soit pensée en pragmatisme, démentalisée, dépsychologisée, elle a quelque chose d'objectif, elle a affaire avec les potentialités d'une situation et pas seulement avec une jonglerie mentale, et ainsi de suite. Donc, souligner cela, c'est souligner les possibles d'une situation qui vont se réduire à ce qui va être actuel quand une action sera entreprise et qui deviendra ensuite incontournable. Ça fera partie du passé ou en tout cas de votre action présente. Il y a une petite phrase de Paul Ricoeur que j'aimerais bien citer. Imaginez le non-lieu de l'éthique, pour Ricoeur c'était autre chose. Imaginez le non-lieu de l'éthique, c'est maintenir ouvert le champ du possible. Alors, quand j'entendais hier, je reprends encore les petites expressions avec lesquelles j'ai débuté, peut-on penser l'avenir, toujours tenter de faire mieux, croire, espérer, rêver, souhaiter, ces éléments-là sont en surplus ou débordent les situations réelles. Et pour être capable de cerner ce débordement ou ce surplus, pour moi, ça prend un terme particulier que j'appelle ici imagination, à la suite de quelques auteurs, Dewey lui-même, Ricoeur et quelques autres. Alors, il y a du possible, du non-lieu dans l'actuel, quelque chose qui pourra se réaliser par une action, et même quand une action est entreprise, qu'on est concrétisé un possible parmi d'autres, les autres ne cessent pas d'exister pour autant. Il pourrait être repris quand vous corrigerez cette situation, soit que vous apercevez que votre décision ou votre choix est un échec, ou que ça prend d'autres éléments pour la réaliser, la mener à bien. Alors, on est toujours habité par des éléments d'imagination ou des possibles, pas seulement par ce qui est absolument actuel, concret ou qui existe. Et pour moi, l'imaginaire et l'actuel sont articulés tous les deux ensemble dans ce qu'on va appeler la situation. Merci, je vais y arriver. Mon deuxième point, c'était je vais passer de l'imagination dans la délibération morale, au sens du pragmatisme de Dewey, à l'imaginaire social dans la direction d'une société. Vous
voyez qu'ici, je prends du recul, je m'intéresse moins à la mise en œuvre de l'imagination pour tout un chacune dans une situation donnée, que maintenant j'interroge la situation de l'éthique elle-même dans nos sociétés. Ça me permet de revenir au propos ou à l'ensemble plus complet avec lesquels j'ai commencé, quand on dit qu'il y a des lois éthiques, mais c'est peut-être pas si éthique que ça, ou vous voyez un peu, hein? Donc pour moi, il y a un espace de possible, de non-lieu, mais qu'on retrouve aussi dans l'éthique dans son ensemble, ou dans le fait que depuis 20 ou 30 ans dans nos sociétés, l'éthique occupe une place importante, malgré qu'elle se réalise seulement partiellement. Et pour moi, dire ça qu'elle occupe une place importante, malgré qu'elle se réalise seulement partiellement, c'est de dire, l'éthique constitue un imaginaire social important de nos sociétés aujourd'hui. Encore une fois, un imaginaire, pas au sens d'une fabulation, pas au sens d'une fantaisie décrochée du réel, mais au contraire, un imaginaire qui est social, pour indiquer son lieu d'inscription générale, mais un imaginaire qui est dans des pratiques, mais qui en même temps n'est pas réduit à ces pratiques, parce que ça pousse et ça mobilise plus loin. Parler d'imaginaire social, c'est souligner qu'il n'y a pas seulement reproduction sociale de nos sociétés. On pourrait préférer le terme transformation sociale plutôt qu'imaginaire social. On pourrait préférer le terme de culture et ainsi de suite. Bon, pourquoi pas? Je choisis le mot imagination, imaginaire, justement pour mettre l'accent sur, tiens, il y a des possibles qui sont à multiplier, à créer, à actualiser, parmi lesquels on délibère individuellement et à plusieurs. Donc, je préfère le terme imaginaire social parce que, pour reprendre encore une fois le vocabulaire de Dewey, il ne s'agit pas seulement, quand on résout un problème, quand on essaie de dénouer une situation difficile, d'assurer la continuité de l'expérience. Probablement que la moitié d'entre vous est un peu familier avec cette expression. Mais il s'agit aussi d'élargir l'expérience. Et pour élargir l'expérience, il faut en quelque sorte un surplus par rapport à l'expérience habituelle qui va se trouver dans l'imaginaire. Ici, c'est un imaginaire social. Donc, imaginaire social parce qu'il y a du possible, du potentiel, du non réalisé, du non-lieu, mais qui existe néanmoins, qui peut être effectif. Ça peut être paradoxal. Comment ce qui est seulement possible peut quand même exister. Et c'est ça tout le défi de l'imaginaire et de l'imagination ici. Alors, si l'on veut s'assurer qu'on ne fait pas seulement de la reproduction sociale ou simplement la continuité de l'expérience, mais qu'on cherche son élargissement, son enrichissement, ou pour parler comme Dewey, qu'on cherche le développement, eh bien, je pense qu'il est utile de se donner le vocabulaire pour cerner ça. Et pour moi, l'imaginaire social est important là-dessus. Il me reste 5 minutes, j'y arrive. C'est important parce que, comme je l'ai dit tantôt en citant Ricard, que je reprends ici, imaginer le non-lieu, ou l'imaginaire, c'est maintenir ouvert le champ du possible. Et ça, je pense que c'est important pour être créatif et ainsi de suite. C'est important, d'abord, je pense, simplement pour penser l'autonomie autrement que d'une façon individualiste ou égoïstique, parce que nous sommes autonomes ensemble. Et en plus, l'autonomie, c'est en même temps un processus social, un processus affectif. Et je pense que l'imagination est en jeu aussi dans l'autonomie. Parler d'imaginaire, c'est aussi très proche de ce qu'on peut entendre par la créativité. Et la créativité vient d'où? Certainement pas ex nihilo, mais d'un autre côté, il y a de l'initiative, il y a du neuf, il y a de l'innovation dans l'agir. Où cela trouve-t-il sa source? Pour moi, parler d'imaginaire social est important. Donc, créativité qui ne se fait pas en dehors des contraintes, mais avec et malgré elles. Créativité au sens, non pas divin, qui produit ex nihilo, ni non plus la création, la créativité imminente qu'on trouve dans les arts, mais la créativité ordinaire de l'agir. Je pense que l'imaginaire a un rôle à jouer ici. Même chose avec autonomie, créativité. On est tout proche de la dimension sociale et politique quand on parle de démocratie. Et si vous connaissez Dewey, une idée de démocratie radicale, c'est dire c'est pas seulement un ensemble de procédures et institutions, la démocratie, même si c'est aussi ça, mais c'est aussi un mode de vie, un type d'expérience. Et donc, la démocratie est elle-même expérimentale, mais pour que ce soit expérimental, il faut imaginer des choses. Il faut faire des essais et erreurs,
mais où elles existent avant que vous les réalisiez, dans un imaginaire social. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur cela, parce que ça permet, encore une fois, pour quelqu'un comme moi qui veut avoir un tableau global de la démarche éthique, ça permet de dire, bien, écoutez, l'éthique, ça ne se réduit pas à la prise de décision. Avec l'imaginaire social ou avec l'imagination dans la délibération morale, la démarche éthique, ça peut être aussi une affaire de vision. Bon, je sais bien que c'est un terme tout à fait galvaudé dans toutes sortes de domaines, mais c'est important de voir, de percevoir, et pas seulement de décider. Alors, élargir la gamme des opérations qu'on accomplit dans une démarche éthique, ça me semble important. Conclure sur quelques petits énoncés. Si l'éthique est notre imaginaire social, eh bien, il y a des imaginaires sociaux. Auparavant, il y a quelques décennies, l'imaginaire social était imprégné des croyances religieuses. Dans les années 60 et 70, l'imaginaire social, c'était tout est politique. Aujourd'hui, je pense qu'un des imaginaires sociaux majeurs et importants, c'est effectivement l'éthique. Mais encore une fois, il y a des imaginaires, il y a l'imaginaire écologique aujourd'hui. Ça nous l'a bien rappelé avec notre contribution à l'époque aujourd'hui. Et il y a l'imaginaire néolibéral, et ainsi de suite. Donc, il y a des imaginaires sociaux et ce n'est pas nécessairement tout à fait cohérent tout ça. Donc, on peut explorer en dehors de l'éthique comme imaginaire social, mais si on en reste avec l'éthique comme imaginaire social, ça signifie que l'éthique est en partie un non-lieu. Et un non-lieu, là vous l'avez peut-être deviné, c'est qu'il se trouve dans aucun lieu, dans aucun topos, bien c'est l'utopie. Et je vais insister sur ce terme, je crois qu'il y a une dimension utopiste en éthique, dans la mesure où il y a une dimension d'imaginaire et d'imagination qu'il est important de retenir, parce que l'admettre, l'expliciter et le rediscuter entre nous, ça permet de façon réflexive de voir que nous avons peut-être plus de ressources. Nous en mobilisons peut-être déjà plus qu'on l'admet d'abord. Donc, imaginaire social, un non-lieu, une utopie, mais une utopie réaliste, parce qu'en pragmatisme, cette utopie-là n'est pas en dehors de tout ce qui existe, mais au contraire a déjà une emprise dans le réel. Et parce que, de toute façon, je pense que le pragmatisme est utopiste.